Les fonds de travailleurs, ça c'est quelque chose vraiment qui distingue le Québec des autres régions au Canada, certainement, mais aussi dans l'international. Le Fonds de solidarité qui est très connu maintenant, créé en 83, avec des divers instruments comme les solides qui maintenant sont les fonds locaux de solidarité, les fonds régionaux, etc. Et en 1995, le CSN a créé sa propre fonds syndical, la Fonds d'action. Encore des acteurs très importants qui contribuent beaucoup au développement de l'économie québécoise. Mais ce que je veux souligner, c'est que l'innovation ici, c'est l'implication du mouvement syndical dans l'économie qui a pris comme un engagement direct dans les années 80, dans la récession, de s'impliquer directement dans la sauvetage des emplois, le maintien des emplois, la création des nouveaux emplois, le développement des territoires, etc. Et à l'époque, je me rappelle, dans le début des années 90, je suis allée à Genève au BIT et j'étais entourée par les syndicalistes qui ne voulaient rien savoir de ça. Ce n'est pas le rôle du mouvement syndical. Maintenant, c'est devenu un modèle. L'autre chose qui est important de souligner avec le Fonds de travailleurs, parce qu'ils sont des acteurs assez importants avec des actifs très significatifs, c'est qu'ils n'ont pas subi les mêmes catastrophes pendant la crise. Pourquoi? Parce qu'ils sont réglementés. Et même si on compare les fonds de travailleurs avec le Caisse de dépôt, par exemple, qui est notre fonds de pension public, c'était la réglementation, parce que c'est des acteurs financiers, ils sont tous là pour trouver un rendement, mais les fonds de travailleurs avaient un blocage par la loi qui a arrêté, qui a agi comme un frein, qui est très important. Et l'autre chose, c'est que aussi par la législation, les fonds de travailleurs attirent l'investissement, l'épargne des citoyennes. Donc, c'est un exemple d'innovation. Fonds communautaires, et encore, j'ai choisi quelques exemples pour montrer que même si j'ai caractérisé certains fonds comme hybrides, les autres comme communautaires, les autres comme les fonds de travailleurs, au bout du compte, ils sont tous hybrides, dans le sens qu'ils ont beaucoup de parties prenantes et il n'y a presque pas un seul qui n'a pas une implication de la part de l'État. Donc, dans les années 88, on avait le Fonds de développement d'emploi de Montréal qui existe toujours. Et vous pouvez voir là déjà que c'est une hybridation assez intéressante où même les municipalités sont impliquées, les corporations de développement communautaire sont impliquées, les fonds travailleurs, etc. L'État par l'investissement Québec et aussi le gouvernement fédéral. Donc, mais ce qui est très intéressant là, c'est la question de la gouvernance. Même si l'État est présent, la gouvernance est très partie prenante. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais quand on étudie ces choses, c'est pour ça qu'il faut toujours déconstruire ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas seulement l'argent qui vient de l'État, parce que comme ça, c'est très facile de les critiquer en disant « Ah, c'est un fonds étatique, vous êtes toutes subventionnées », etc. Là, il y a plusieurs parties prenantes et la gouvernance est très diffuse. Dans les années 90, je suis la seule ici qui n'était jamais banquier, mais j'ai fondé avec des collègues le premier fonds de crédit communautaire au Canada. Alors, c'était minuscule, mais il y avait une influence assez importante, l'Association communautaire d'emprunt de Montréal. Et maintenant, il y a un réseau de crédits communautaires à travers le Québec. Et une chose, et je vais revenir à ça, c'est que tous ces fonds n'existent pas en silo. Ils sont là pour des montages financiers. Donc, il y a une puissance encore beaucoup plus large que leur seule existence, une à une.